c'est quoi les risques pour un dirigeant par rapport à un dirigeant qui serait passé par un financement dilutif? Une dette, in fine, ça se rembourse pas avec le cash. Ça se rembourse forcément en refinançant, D'accord. voilà, Ok. et ou en vendant sa société. C'est peut-être moins agréable parce que on ressent peut-être plus une épée de Damoclès en se disant mon Dieu, j'ai X millions d'euros à rembourser à telle échéance, alors que le fonds equity va être pari passu dans la structure de capital, donc au sein des actions. Ça t'est arrivé de dire à des dirigeants c'est pas le bon moment? Oui. Quand c'est pas le bon moment, sauf à ce qu'ils soient pressés, et à ce moment-là, si c'est pas le bon moment pour aller lever des financements non dilutifs, ça veut dire que c'est le bon moment plutôt pour aller lever des fonds propres. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier, alors qu'investir est tout simplement indispensable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui et dans le cadre de notre série sur l'M&A, je reçois Laurence de Rosamel, qui est banquière d'affaires chez Clipperton. Elle accompagne les dirigeants sur des opérations de cession, de levée de cash out, de financement au sens large, et souvent dans des contextes de croissance ou de transformation. Avant de commencer, et dans le cadre de cette série M&A, sachez qu'il y a un guide, il y a toujours ce même guide à télécharger, qui est en description de cet épisode, vous pouvez trouver un lien, et sur ce lien, si vous cliquez, vous allez recevoir un document qui vous donne absolument toutes les choses à savoir quand vous voulez céder votre entreprise, vous posez plein de questions, on y répond dans ce guide, donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit et il vous apportera certainement plein de réponses. Et donc dans cet épisode, justement avec Laurence, on va parler d'un sujet très concret et parfois mal compris, comment se finance un deal, quelles sont les options possibles, est-ce qu'il faut faire de la dette avec une banque, passer par un fonds de private equity, faire de la dette privée, et donc comment choisir le bon modèle, quelles sont les questions qu'un banquier d'affaires se pose dès le départ pour savoir si une opération est réaliste. Bonjour Laurence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bonjour Aurore. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous présenter Clipperton un peu plus en détail et puis ton rôle au sein de cette structure et ta zone de maîtrise, ce que tu aimes le plus faire, ce que tu fais le mieux pour Clipperton? Avec plaisir. Clipperton, c'est une banque d'affaires indépendante qui a maintenant une bonne vingtaine d'années d'existence, qui est présente en Europe, donc France, Allemagne et aux États-Unis, là, depuis la rentrée dernière, et qui conseille des entrepreneurs sur des opérations de M&A, de levée de fonds, de financement, exclusivement dans la tech, les sociétés de croissance et sociétés d'innovation. On fait beaucoup de software, mais aussi beaucoup d'autres typologies de sociétés innovantes partout dans le monde. Moi, j'ai rejoint la structure il y a 18 mois maintenant pour monter une activité de conseil dédiée au financement non dilutif et pour accompagner toutes les opérations de la maison et les clients de la maison. Ce qu'on remarque, c'est que les sociétés de la tech là, sont de plus en plus rentables et commencent à avoir des problématiques de consolidation. Enfin, problématiques, c'est des bons problèmes. Donc, pour aller chercher de la croissance additionnelle, mais en externe avec des acquisitions, on a toujours bien d'aller chercher des financements le moins dilutifs possible pour les équipes de management. Ok, donc globalement, toi, ton activité, elle vient se greffer à celle du banquier d'affaires un peu généraliste, c'est ça? Alors, généraliste, non, parce que généraliste, c'est un terme qu'on utilise sectoriellement. Donc, en D'accord. fait, nous, on va être des banquiers spécialisés sur Oui, ok. les sociétés Ah de oui, tech ok. et de croissance. C'est par rapport à, on va dire, à une intervention en fonds propres. Mhm. Donc, pour aller chercher un acquéreur, enfin un acheteur ou un vendeur sur des actions. Nous, on va aller compléter le bilan avec des financements non dilutifs, donc du financement bancaire ou des financements via fonds de dette privés pour optimiser le coût du capital. D'accord. Et donc, en général, c'est toujours intermédié par la banque d'affaires Clipperton et que c'est eux qui vont te mobiliser dans certains cas spécifiques où il peut y avoir un entrepreneur qui te contacte en direct, toi, pour une opération. Les deux. Les deux. Et généralement, quand l'entrepreneur me contacte en direct pour une opération, c'est qu'il n'a pas besoin de fonds propres.
C'est qu'il a D'accord. besoin d'aller financer une opération avec des banques ou avec des fonds de dette, mais que le sujet fonds propres ne soit pas sur la table ou est déjà réglé. D'accord. Ok. Et donc, en général, quelles sont les grandes étapes d'un deal standard et où est-ce que se joue ta valeur ajoutée à toi? Peut-être qu'on peut essayer de contextualiser en termes Bien de sûr. timing. Alors, dans le cadre d'un processus de cession ou d'acquisition, on va travailler en parallèle du banquier d'affaires M&A et on va s'assurer que les financements adéquats sont levés en même temps que l'opération est négociée. Donc ça, c'est vraiment un travail en parallèle et main dans la main. Et après, sur des sujets sans fonds propres ou sans M&A, là, en fonction du contexte, ça peut être pour refinancer des maturités, ça peut être pour aller faire acheter un concurrent à l'étranger, ça peut être pour sortir un actionnaire minoritaire par endettement. Là, on va travailler main dans la main avec les dirigeants, donc préparer le dossier, le structurer, le présenter au marché, le négocier et le finaliser. D'accord. Et donc là, tu donnais 3-4 exemples de situations dans lesquelles c'était pertinent de passer par ce type de financement. Tu as des listes, enfin, tu vois, tu as des situations très classiques qui sont hyper récurrentes, autres que celles que tu as déjà mentionnées, qui sont des cas où en fait, vaut mieux vraiment passer par du financement non dilutif plutôt que par autre chose. C'est une problématique d'optimisation du coût du capital. C'est à partir du moment où, sur le bilan, on a capacité de s'endetter, Mhm. un peu comme quand tu achètes ta maison ou ton appartement. Ouais. Forcément, c'est plus intéressant financièrement pour toi d'aller optimiser ton endettement Mhm. et ensuite aller voir si tu as besoin de faire une levée de fonds pour aller chercher les financements additionnels. La manière dont on réfléchit côté financement, c'est je vais construire brique par brique le besoin en financement et on va commencer. Demain, un entrepreneur a besoin d'aller lever 50 millions pour faire une acquisition. On va d'abord regarder ce qu'on peut éventuellement aller chercher en non dilutif Mhm. avant de tout de suite aller taper dans une levée de fonds, parce qu'il sera forcément plus cher en coût du capital qu'un emprunt. Et la part que représente en général ce financement non dilutif dans un deal au global, c'est très variable ou tu as des espèces de paliers, tu vois, un minimum ou un maximum que tu Alors, attends pas? c'est là où la technique intervient et le savoir-faire intervient. C'est-à-dire que moi et mon équipe, on va faire une analyse crédit. Mhm. Et en fonction de ça, on va regarder quelle est la capacité d'endettement. À nouveau, Mhm. même parallèle, quand tu achètes ton appartement ou ta maison, la banque va regarder un peu combien tu peux emprunter et fixer un montant. Dans le meilleur des cas, ça permet de financer tous les besoins. Et sinon, dans ces cas-là, il faut aller chercher des sources de financement plus onéreuses et donc vraisemblablement dilutives pour compléter l'emploi ressources. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous préciser, tu vois, qu'est-ce qu'il y a comme option de financement non dilutif? Parce que ça peut être de la dette classique, enfin voilà, c'est quoi les différents leviers que toi tu actives dans ce cadre-là? Alors, sur des opérations pour aller faire des croissances externes ou par exemple pour financer le rachat d'actionnaires minoritaires, on va, en fonction du profil de crédit, interroger des banques, Mhm. classiques, en local, en national, même parfois au niveau européen, en fonction des montants et de la taille des sociétés pour lesquelles on intervient. On peut aller aussi interroger ce qu'on appelle les fonds de dette privés. Donc les fonds de dette privés, il y en a plusieurs typologies. Ça peut être des assureurs, ça peut être des asset managers qui ont levé des poches dédiées, un peu comme un fonds de private equity Mhm. en fait, mais sur une stratégie financement senior non dilutive. Et donc ça, voilà. Et alors dans les fonds de dette privés, on a aussi des fonds de dette qui peuvent aller faire de la dette junior, de la dette mezzanine, des fonds propres, on va dire préférentiels. Donc il y a un peu de tout en fait. Nous, on voit le coût du capital un peu comme une échelle à laquelle on associe un risque en fonction des montants levés. C'est-à-dire que on regarde le profil de risque d'une entreprise et on se dit qu'on va pouvoir lever X sous dette senior non dilutive et après Y sur dette junior, Ouais. Z en fonds propres
Sachant qu'en général, ta dette junior, elle va coûter plus cher, par exemple, que ta dette senior. Bien évidemment. En fait, à chaque profil de risque correspond un rendement. Et justement, tu vois, mais peut-être au regard aussi du contexte, il y a eu pas mal en plus de variations de taux ces derniers temps, donc je pense que tu as dû le voir de très très près. On parle aussi beaucoup de dettes privées, je trouve beaucoup plus ces derniers... Franchement, c'est assez récent, ça fait peut-être 2, 3, 4 ans qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Oui. Ça a quoi comme impact, toi, sur le marché, sur ton activité? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu as davantage par exemple, de clients qui viennent en réclamant de la dette privée? Est-ce qu'il y a un effet, tu vois, où en fait il y a un effet de volume qui fait que passer un certain nombre, si tu as trop de demandes de dette privée par rapport à l'offre, il y a un moment... ça sera moins intéressant de le faire. Enfin, tu vois, c'est quoi un peu ton regard, toi, sur ces évolutions de contexte? Alors, je parlerai pas en macro, je parlerai en micro parce que nous, la manière dont on opère, c'est voilà, chaque dirigeant et chaque société va être unique. Et dans ce qu'on appelle le mid-market, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est en dessous de, on va dire, 500 millions, en valorisation, même en financement, on travaille vraiment en mode sur-mesure. Donc, chaque histoire est unique et chaque plan de développement est particulier et a des besoins propres. Et donc, nous, notre enjeu en tant que conseil, c'est vraiment d'aller chercher les bonnes sources de liquidité pour permettre à un dirigeant et à une entreprise de réaliser son plan de développement. Donc, c'est sûr que plus les sources de liquidité sont diversifiées, flexibles, on va dire répondant à des besoins spécifiques, mieux c'est. Donc, nous, la désintermédiation du marché, voilà, qu'on voit là depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, avec, comme tu disais, l'arrivée des fonds de dette privés, on le voit de manière très positive parce que ça permet d'adresser des besoins que les banques traditionnelles ne pouvaient pas adresser auparavant. Et donc, en fait, ce qui voulait dire que si on rentrait pas dans les cases des banques traditionnelles, l'alternative, c'était tout de suite les fonds propres. Alors que là, maintenant, on a des sources de financement autres qui restent non dilutives, mais plus flexibles et donc plus chères. Et donc, c'est là où je parlais d'une échelle ou d'un continuum sur quelles sont les bonnes poches de liquidité en fonction d'un risque donné. Voilà. Plus il y a de sources de capital diversifiées, mieux c'est, puisqu'en fait, ça permet à chaque fois d'adresser un profil de risque et un besoin spécifique. Et il n'y a pas d'effet de saturation, toi, tu trouves, sur la partie dette privée? Parce Alors, que tu vois, tu dis, et notamment, tu dis, tu vois, c'est un besoin que les banques ne pouvaient pas adresser. Est-ce que c'est, elles ne pouvaient pas l'adresser, elles l'avaient jamais fait, elles ne pouvaient plus l'adresser? Non, c'est un sujet de savoir-faire et de pricing et de D'accord. contraintes. C'est-à-dire Ok. que les banques répondent à des contraintes prudentielles. Elles utilisent le crédit d'acquisition ou voilà, tout le crédit lié au M&A. Alors, c'est un produit rentable pour elles, mais elles l'utilisent aussi comme un produit d'appel. En tout cas, les banques de réseau l'utilisent comme un produit d'appel pour ensuite rentrer en relation et faire du flux et faire du service avec les entreprises. Donc, très important, ce que je dis toujours aux entrepreneurs de la tech, c'est super d'avoir ces comptes chez Conto, mais Conto, prête peu d'argent. Bien aussi d'avoir des comptes dans les banques traditionnelles, parce que derrière, en fait, en échange de cette relation de clientèle, ils sont capables d'aller mobiliser du bilan. Donc, voilà, à nouveau, comme ton crédit immobilier, on te demande d'aller domicilier des revenus ou faire du placement. Là, c'est la même chose. Il y a une notion de relation qui est très importante. Les fonds de dette privés ont plus une casquette d'investisseur, un peu comme un fonds de private equity, donc c'est une dynamique un peu différente. Donc, saturation, je sais pas, les entreprises arrivent à se financer. Je pense pas que la presse aujourd'hui fasse l'écho de les gens n'arrivent pas à se financer. Au contraire, on parle plus de trop de financement ont été disponibles et donc résultat, ça a mis des entreprises dans le rouge. Et on a peut-être utilisé une période de taux bas et de liquidité abondante en dette privée pour charger les bilans et donc compliquer un peu les choses. Mais au final, de toute façon, ce qui compte, c'est voilà, on se sort de ces situations en redressant les entreprises, en permettant qu'elles se développent, parfois en restructurant les bilans, mais ça se gère aussi. Enfin, bon, c'est la vie d'une société voilà, de tous les jours. Et c'est quoi, toi, les choses que tu regardes en premier, peut-être même les questions que tu poses à un entrepreneur, une entrepreneuse que tu rencontres, pour savoir tout de suite s'il va y avoir possibilité de faire un deal ou pas? Alors, la première question que moi je pose, c'est voilà, vous avez envie de quoi? En fait, quel est votre cahier des charges?
Et en fonction du cahier des charges, là, on peut aller voir si si le marché peut rencontrer les besoins du dirigeant. Quand le dirigeant, c'est moins ce qu'il veut, plus compliqué. Et c'est là où mon rôle de conseil va être de le faire accoucher. D'essayer de faire des itérations en expliquant ce qui est possible, mais surtout, en fait, en essayant de faire émerger une conviction opérationnelle aux dirigeants, parce que ce que je leur dis toujours, c'est le meilleur plan à financer, c'est le plan auquel vous croyez. Il n'y en a pas d'autre. Donc après, derrière, tout ce qu'on fait, nous, en tant que conseil, c'est de la mécanique de structuration, c'est un moyen de financer ce plan, mais ce n'est pas, c'est pas ça, c'est pas le financement du plan qui fait le plan, en fait. C'est très important de commencer par ça. Parce qu'on me demande toujours, le dirigeant me demande toujours, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon plan de développement pour que je rencontre le marché? Voilà. Donc, je dis toujours qu'un dirigeant convaincu rencontre toujours son marché. Et globalement, tu trouves que les dirigeants que tu rencontres, ils ont une éducation sur cette thématique-là qui est bonne, ou il y en a beaucoup qui sont complètement perdus par rapport aux options qui s'offrent à eux et tu dois beaucoup les aider? Ou c'est très variable? Alors, éduquer, ça dépend un peu d'où ils viennent. Parfois, il y a des dirigeants qui sont des anciens directeurs financiers, donc qui connaissent. Après, ce n'est pas le job du dirigeant de lever des financements. Donc, voilà, un dirigeant est là pour emmener une équipe, pour définir un plan stratégique, avoir une vision de marché, représenter une entreprise, développer. Il y en a certains que ça intéresse et qui mettent le nez dedans. Il y en a pas du tout. Mais en même temps, mon rôle, c'est bien évidemment de prendre le sujet à bras-le-corps pour les accompagner, mais c'est surtout de les aider à prendre les décisions. Donc, j'ai aussi besoin qu'ils comprennent ce qui se passe pour que on puisse prendre ensemble des décisions, puisque le financement va permettre de réaliser une opération, mais derrière, il faut le rembourser. On va mettre 5 à 7 ans pour le rembourser et on va prendre des engagements en titre de ce financement qui vont pas être neutres opérationnellement. Et donc, il est important que le dirigeant soit conscient des engagements qu'il prend pour ensuite vivre au mieux au quotidien et ne pas se retrouver dans une situation où le financement empêche la réalisation du plan de développement. Ouais, peut-être que ça serait intéressant qu'on vienne dessus. Justement, tu vois, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tu as levé des fonds auprès d'un fonds de dette privée sur la base d'un BP que tu espérais X. Il se trouve que ton BP est moins bon. Donc, ça te met en difficulté. En général, c'est des prêts qui sont in fine. Oui. Donc, peut-être tu arrives quand même à rembourser un peu tes intérêts parce que tu n'as pas plombé ton activité. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et tu vois, c'est quoi les risques pour un dirigeant par rapport à un dirigeant qui serait passé par un financement dilutif où, effectivement, tu vois, le fonds qui est entré au capital, il a ses propres règles du jeu. Est-ce qu'il y a des warnings, des choses spécifiques à prendre en compte dans ce cadre-là, spécifiquement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Une dette in fine, ça ne se rembourse pas avec le cash. Ça se rembourse forcément en refinançant. D'accord. Voilà. Okay. Et ou en vendant sa société. Donc, en fait, si le plan décale un peu, voilà, ça arrive. De toute façon, il n'y a aucun plan de développement qui se passe comme prévu. L'enjeu, c'est surtout de rassurer le prêteur et voilà, de faire ce qu'il faut et en expliquant qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, ça se gère. En fait, c'est une relation d'investisseur, dirigeant classique, au même titre qu'avec un fonds equity. Et par rapport à un fonds equity, oui, c'est peut-être moins agréable parce que on ressent peut-être plus une épée de Damoclès en se disant, mon Dieu, j'ai X millions d'euros à rembourser à telle échéance, alors que le fonds equity va être pari passu dans la structure de capital, donc au sein des actions. Mais bon, le fonds equity, quand le plan décale, il est aussi tendu que le fonds de dette et il a besoin d'être rassuré sur le fait que voilà, les choses vont aller mieux. Donc, pour moi, c'est tout aussi stressant, en fait, je pense, pour un dirigeant d'avoir du retard sur le plan. Et c'est juste que prêteur va pas avoir les mêmes réflexes que l'investisseur en fonds propres, mais ça se gère. Et c'est là aussi où le conseil, ça je le vois, le dirigeant, il a peut-être pas forcément en tête quelles sont les inquiétudes
de telle ou telle typologie d'investisseurs. Et c'est là, nous, en tant que dirigeants, on les aiguille en disant, bon, ben voilà, un fonds de dette, il veut être absolument remboursé. Donc, si on le rassure sur le fait que ça va bien se passer et qu'il sera remboursé à terme, voilà, bien. Un fonds en equity va être plutôt stressé parce qu'ils vont se dire, mon Dieu, j'avais prévu de faire X fois la mise sur ce dossier et si ça se trouve, je vais à peine récupérer ma mise en capital. Donc, faut faire un peu plus rêver. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on peut facilement expliquer aux dirigeants et c'est un enjeu de communication. Pour les dirigeants, la communication avec ses partenaires financiers, que ce soit des banques, des fonds de dette privés ou des fonds de private equity, voilà, très important en fait de bien comprendre quelles sont les dynamiques de chacun et les besoins de réassurance de chacun pour communiquer au mieux. Et justement, toi, tu as un rôle à jouer à passer la clôture du deal. Est-ce que tu vois, par exemple, sur le cours du financement, tu vas pouvoir intervenir dans le cas où il y a justement des choses qui ne se passent pas comme prévu, ou c'est vraiment une fois que le deal est bouclé, c'est plus du tout ton affaire? Alors, nous, on est là pour faire la transaction, Oui. d'un point de vue engagement et responsabilité. Mais derrière, nous, on adore travailler au long terme avec les clients. Donc, on ne vient pas en mode mercenaire et puis après, on se dit, bon, bah, c'est fini. On adore, c'est du repeat business. C'est une relation de confiance qu'on a réussi à créer. On est ravis d'intervenir de manière régulière pour nos clients. Voilà. J'ai beaucoup de clients voilà, que je suis depuis plusieurs années et sur lesquels, auprès desquels pardon, j'interviens sur des sujets comme ça. Voilà, et puis même, il y a une relation de proximité qui se crée. Donc, moi, j'ai des clients, même s'il n'y a pas une mission d'accompagnement pour gérer peut-être un sujet comme tu le décrivais, moi, je suis ravie d'avoir des nouvelles, donner un petit conseil ou deux, un petit coup de main, et puis voilà. Et s'ils se sentent dépassés, ravie aussi de prendre une mission. J'imagine qu'en plus, tu entretiens des relations aussi avec les financeurs et que pour le coup, eux vont aussi te donner des infos sur les dossiers, les différents dossiers, ou pas plus que ça? Oui, mais en fait, c'est pas le sujet. Ce qui est important sur la relation avec les financeurs, c'est que moi, en tant que conseil, dans l'année, on va faire une dizaine de transactions de financement. On aura parlé à tout le marché. Voilà, on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment ils réagissent, quelles sont leurs dynamiques d'investissement ou de prêt. Voilà, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment va l'équipe. Et ça, c'est des informations importantes quand il s'agit de négocier ou de communiquer avec ses partenaires. Et est-ce que, tu vois, tu observes des erreurs ou des idées reçues qui sont assez fréquentes et qui reviennent, notamment de la part d'entrepreneurs qui cherchent des financements, des choses que tu vois, que tu retrouves assez régulièrement et qu'on pourrait peut-être déconstruire ensemble pour éviter qu'elles reviennent? Le fonds de dette, c'est cher. Ok, les fonds de dette, c'est cher. Et parce que c'est vrai que ça peut être vu comme cher. Enfin, c'est-à-dire que facialement, la marge est bien plus élevée qu'un financement bancaire classique. Ouais, c'est combien, peut-être pour donner des ordres de grandeur? Je sais pas, un financement bancaire, en fonction des tranches amortissables et in fine, ça peut aussi entre 2 et 4% de marge, alors qu'un fonds de dette va ouvrir au moins à 5 ou 6%, déjà. Voilà. Donc, après, c'est in fine. Donc, c'est-à-dire que on va payer des frais de mise en place qu'on va amortir sur une longue durée. Alors que la dette bancaire, alors pas pour tous les deals, mais voilà, sur les deals de taille moyenne, il y aura quasiment tout le temps une dette amortissable. Et donc, on va payer des frais, par exemple, sur une quote-part de la dette qu'on va rembourser au bout d'un an. Et en plus, quand on rembourse les tranches les moins onéreuses. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la durée de vie du crédit, le coût moyen du crédit augmente. Et donc ça, c'est la première idée reçue. Et la deuxième idée reçue sur ce sujet-là, c'est que généralement, les banques vont prêter un peu moins que les fonds de dette, parce que les fonds de dette sont plus appétents au risque. Et donc, en fait, vont demander une mise en fonds propres
additionnels ou supplémentaires que les fonds de dette ne vont pas demander. Et nous, quand on réfléchit au coût du financement, on regarde à montant égal, donc on va comparer Orange et Orange. Ma dette bancaire qui va me coûter entre 2 et 4%, mais qui va me rajouter, je ne sais pas, quelques millions de fonds propres additionnels qui, eux, vont me coûter 20-25%. On compare ce coût-là à j'ai un fonds de dette qui me prête exactement le même montant avec une marge à 6%. Ouais, d'accord. Et donc, in fine, en fait, c'est pas forcément... Généralement, le moins que ça intéressant. soit en coût, en service de la dette, c'est assez équivalent. D'accord. Parce qu'au final, une capacité d'endettement d'une entreprise, elle vient pas de l'investisseur, elle vient d'une société qui fait un chiffre d'affaires, une rentabilité, qui dégage un certain niveau de trésorerie annuellement, et donc qui permet de servir une dette. Donc ça part de là, voilà, et pas des offres des différents prêteurs. Et est-ce que ça... Alors, c'est une question, je la sors comme ça, celle-là, je ne l'avais pas préparée. Mais est-ce que ça a un impact fiscal aussi, tu vois, d'avoir choisi la dette plutôt que d'avoir levé en fonds propres pour l'entreprise? C'est-à-dire que ça... Parce que du coup, Oui, ça il va y venir a sur une ton... partie des intérêts qui est déductible, qui est oui, déductible, tout à fait. ok. Donc, mais ça fait partie de l'analyse ok, ça, vous prenez en du compte coût aussi. du capital. Voilà. Ok. Mais à nouveau, j'en reviens, l'exemple le plus simple, c'est ta maison. Voilà. Ouais. Mieux d'être financé au maximum en dette, plutôt qu'en fonds propres que toi, tu pourrais placer. Ok. Et pourquoi est-ce que tu dis que les fonds propres d'entreprise, ils coûtent 20-25%? C'est ce que les fonds d'investissement... Oui, d'accord. Ah oui, ok. Par rapport au fonds d'investissement. Ok. Par rapport au fonds d'investissement. Ok, très clair. Ça t'est arrivé de dire à des dirigeants, c'est pas le bon moment? Oui. Et en général, c'était quoi? C'était pourquoi et vers quoi tu les envoyais en Alors, alternative? quand c'est pas le bon moment, c'est que je leur dis, sauf à ce qu'ils soient pressés, et à ce moment-là, si c'est pas le bon moment pour aller lever des financements non dilutifs, ça veut dire que c'est le bon moment plutôt pour aller lever des fonds propres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un profil de risque qui permet d'aller lever de la dette. Et généralement, quand c'est pas le bon moment, c'est parce que je leur dis que soit la dynamique de marché, soit la dynamique de leurs résultats sont pas suffisants pour répondre aux besoins. Et que parfois, il peut y avoir une acquisition qui a été faite récemment et qui n'est pas suffisamment rentable ou qui n'a pas démontré encore ses synergies, qui a besoin de montrer un peu de trac pour pouvoir rassurer les prêteurs. Ça peut être aussi parce que une dynamique de marché est compliquée. Je ne parle pas de marché des financements. Voilà, le marché sous-jacent de l'entreprise peut être un peu compliqué. Mais en gros, à chaque fois, je leur dis bien de revenir, en tout cas par rapport à votre cahier des charges, de revenir me voir quand vous aurez le profil de risque et les métriques qui permettent de lever les montants que vous souhaitez lever. Ok. Et tu disais, je crois, en intro, qu'avec Clipperton, vous étiez particulièrement positionné sur la tech. C'est quoi les dynamiques ou les logiques qui sont vraiment propres à ce secteur par rapport à d'autres? Tu vois, notamment, en plus, c'est quand même des secteurs qui évoluent très vite. T'as l'IA. Comment est-ce que, tu vois, il y a des caractéristiques spécifiques Alors, sur le financement, sur la tech, notamment sur les sociétés de software, on est en mesure d'aller lever des financements adossés sur le revenu et non pas sur la rentabilité. Ok. Parce que la société de software, en fait, va embarquer des utilisateurs, c'est du repeat. Donc là, on raisonne dans ce qu'on appelle en ARR, donc Annual Recurring Revenue. Voilà, très bon mot français. Et donc, parce qu'en fait, les prêteurs reconnaissent qu'une société de software qui croît à 40-50% par an investit énormément dans son compte de résultats pour la croissance et donc va pas avoir une rentabilité normative. Donc va faire quelques pourcentages d'EBITDA parce qu'elle va piloter en fait sa rentabilité pour être rentable et pas cramer de cash, mais va pas du tout être au niveau de rentabilité intrinsèque de son business. Et donc il y a des... Alors ça, c'est les fonds de dette privés. Très peu de banques qui font ça. Et c'est pas des banques françaises. Ou en tout cas, pas dans des montants conséquents. On va pouvoir faire quelques millions.
sur des montants conséquents pour aller financer une liquidité actionnariale ou pour aller financer de la croissance externe. Les fonds de dette privée sont tout à fait, câblés pour faire ça. Il y en a certains qui sont même spécialisés sur les financements ARR. Et donc, on va aller adosser, on va aller chercher entre 1 et 2 fois les revenus annuels en financement, en reconnaissant que la rentabilité n'est pas normative. Après, donc ça, c'est des financements à nouveau 5-7 ans, mais au bout de 3 ans, le prêteur va demander est-ce qu'on arrête un peu le cycle d'investissement sur le compte de résultat et qu'on commence à atteindre des niveaux de rentabilité. Donc, en fait, on appelle ça, on va basculer d'un financement adossé sur l'ARR sur un ratio d'EBITDA. Ok, ça, vous le prévoyez dans le plan initial. Tout à fait. Ouais, ok. Et donc, vous prévoyez ce point de bascule. Exactement. Et il y a des pénalités si le point de bascule arrive plus tard que prévu? Alors, en fait, tout ça, c'est très technique et contractuel. Ça peut changer, ça n'a pas grand intérêt parce qu'en fait, à nouveau, on va le prévoir au départ, donc on va s'engager là-dessus. Ok, donc tout le monde aura envie de le faire. Et si ça n'arrive pas, on en revient à notre conversation de tout à l'heure. À ce moment-là, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc là, c'est un enjeu de communication et de trouver des solutions ensemble. Donc ça sort du cadre du contrat, on va dire. Oui, c'est du cas par cas, en fait. Exactement. Ok. Il y avait un dernier thème que je voulais absolument aborder avec toi, Laurence, parce que tu es hyper impliquée, notamment sur la place des femmes dans le M&A. Tu organises même, je crois, des événements, notamment des petits déjeuners réguliers avec des banquières d'affaires. Vous êtes sous-représentée dans ce métier. Et je voulais que tu me parles de ton engagement. Tu vois, comment est-ce que tu en es venue à déjà te rendre compte de cette anomalie ou en tout cas statistique et pourquoi est-ce que pour toi c'est important justement de le revendiquer, d'essayer de faire bouger les lignes? Bien sûr. Alors, je m'en suis rendu compte assez tard et pourtant c'est évident. Tu regardes n'importe quel site internet de banque d'affaires, des postes seniors, même des postes juniors, on trouve peu de diversité. Alors, moi, la question que je me posais, c'était pourquoi? Parce que finalement, dans les écoles de commerce, on a 50% de femmes. Après, elles ne sont pas toutes dans les filières finance. Et même quand il y en a dans les filières finance, il y en a peu qui postulent en banque d'affaires. Et ça, j'ai échangé avec beaucoup de consoeurs. Ça, c'était ma première démarche de réunir les banquières d'affaires. C'est justement pouvoir échanger sur est-ce qu'il n'y a que moi ou est-ce qu'on est toutes confrontées au même sujet? Donc, même dans les grandes banques qui reçoivent énormément de CV, toutes les étudiantes en finance ne postulent pas en banque d'affaires. Voilà, elles se disent que c'est pas pour elles, j'imagine. Enfin, voilà. Alors, donc, on a un enjeu de représentation pour donner envie. Donc là, on passe beaucoup de temps avec les consoeurs, dans les écoles, pour montrer que ce qu'on voit dans le loup de Wall Street, c'est comme ça, c'est pas la vraie vie et qu'on peut être une femme dans nos métiers et s'épanouir et avoir une vie de famille et être normale. Et voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du métier, encore. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, c'est un enjeu business, c'est un enjeu de filière, mais comme dans toutes les filières professionnelles françaises, en France, on n'a que 17% des filières professionnelles qui sont estimées mixtes. Donc, c'est la même chose, on va dire, je sais pas, dans les maternelles où on a beaucoup de maîtresses et moins de maîtres. La mixité en entreprise, c'est connu. Ça permet plus de représentation, plus de diversité, que tout le monde se sente inclus et donc de meilleures performances, de meilleurs résultats, meilleure productivité. Enfin, c'est vraiment un enjeu business et un enjeu sociétal. Donc c'est la finance et aussi plein d'autres filières, je pense. Et donc, en mobilisant les banquières d'affaires qui sont éparpillées un peu partout, moi je pense que si on est 5% de l'effectif global, en tout cas des postes seniors, c'est le grand max. Donc résultat, comme on est éparpillé partout, on se voit jamais. Donc voilà, les rassembler, ça permet justement de pouvoir échanger, de créer une dynamique de rôle modèle et de fédérer pour donner envie, en fait. Et ça, c'est une ambition qui est partagée par mes collègues masculins. Voilà, c'est pas un enjeu revendicatif ou de représentation, c'est de se dire comment on fait pour féminiser ou même diversifier les effectifs en banque d'affaires. Demain, avec l'IA, il va pas nous rester grand-chose. Il va nous rester l'intelligence émotionnelle et la capacité à collaborer.
Et donc ça, si on se retrouve avec des banquiers d'affaires qui sont tous des hommes blancs hétérosexuels de 25 à 45 ans qui ont fait les grandes écoles parisiennes, on va pas aller très loin, on sera pas beaucoup plus intelligent qu'un ordinateur. Donc je ne peux que encourager voilà, une diversification des profils en banque d'affaires et même dans le monde professionnel en général. Ok, très clair. Je crois qu'on va rester là-dessus. Est-ce que tu avais d'autres points que toi tu voulais rajouter quand même? C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, Laurence, d'être Merci, venue nous Aurore. parler de tout ça aujourd'hui. Et puis à très vite. À très bientôt. Et voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens qui a rendu possible sa réalisation. Si vous voulez faire le point sur votre situation patrimoniale ou découvrir la sélection exclusive de Sapiens, rendez-vous sur sapiens.com. Vous pourrez parcourir leur offre en autonomie ou prendre rendez-vous avec un family officer pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et sur mesure. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. C'est archi simple pour vous et ça change vraiment la donne pour nous. Première chose, vous pouvez en parler autour de vous et le partager largement sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.